Une analogie pour ça. Imaginez que vous êtes dans un champ et il y a du brouillard. C'est un champ infini. Vous arrivez à imaginer un champ infini. Il y a du brouillard partout, vous ne voyez que vos pieds. Dans le champ, il y a aussi quelques arbres à différentes distances. Mais quand il y a du brouillard, vous ne les voyez pas. Parce que pour voir un objet, il faut que la lumière rebondisse de cet objet jusqu'à vos yeux. Alors que pour l'instant, la lumière des arbres ne fait que se perdre dans le brouillard autour. Elle n'arrive pas à arriver jusqu'à vous. Donc même si le brouillard est blanc, vous ne voyez pas à travers, vous voyez que vos pieds. Bon, maintenant, imaginons que tout le brouillard disparaisse au même moment, d'un coup, partout. Tout d'un coup, il n'y a plus de brouillard nulle part. Mais vous n'allez pas tout de suite voir tous les arbres. Parce que les arbres qui sont très lointains, bien qu'il n'y ait plus de brouillard entre vous et l'arbre, cette lumière n'a pas encore eu le temps de vous attendre. Donc la lumière n'est plus bloquée dans le brouillard, mais elle n'a pas encore traversé toutes ces distances jusqu'à vous. Donc vous ne voyez pas les arbres lointains. Vous voyez d'abord les arbres proches, et au-delà de ça, vous allez voir comme un fond de brouillard, une sorte de barrière qui vous bloque la vue de ce qu'il y a derrière, même s'il n'y a plus de brouillard. Vous le voyez encore parce que l'information ne vous a pas encore atteint. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le fond micro-ondes cosmique, c'est exactement ça. Le brouillard qui remplissait l'univers, c'est 300 millions d'années après le Big Bang, brillait comme un brouillard, et puis d'un coup, il a disparu, il n'existe plus, mais on continue à voir ce fond, dans toutes les directions où on regarde au ciel, on voit ce fond autour de la Terre, qui est en train de s'éloigner de nous, à la vitesse d'une année-lumière par an. Et donc chaque jour, un peu plus de lumière nous attend. Notre univers observable grandit un tant soit peu, et on voit un tout petit peu plus loin. Ce mur recule très 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 lentement. Et c'est pour ça qu'on appelle le fond micro-ondes cosmique la plus ancienne chose observable, même en théorie, parce que ce qu'il y avait avant, c'est perdu dans le brouillard qu'il y avait à l'époque. C'est seulement à partir de ce moment que la lumière traverse même du tout l'univers. Mais après cette petite transition, il ne se passe pas grand-chose. Nous sommes dans les âges sombres cosmiques, la première moitié du premier milliard d'années. Il y en a 13 à faire, 13,7. Donc, on n'est que au début. Voilà. Des choses intéressantes commencent à se passer. Parce que éventuellement, la matière baryonique s'épand assez, elle est enfin assez froide pour commencer à répondre à la gravité. Et on va commencer à avoir ce processus qui va avoir lieu pendant l'univers jusqu'au jour d'aujourd'hui, un des processus les plus anciens de l'univers, la formation de l'étoile. Donc une fois que ce gaz a assez refroidi, la toile cosmique des matières sombres est déjà en place, et la matière baryonique va commencer à suivre la gravité de cette toile. Donc imaginez que vous soyez un petit atome d'hydrogène qui habite ici. Tout d'un coup, vous êtes assez froid et vous commencez à ressentir une attraction gravitationnelle vers la gauche. Vous allez diriger vers ce point. Et toute la matière qui se situe autour de ce nœud va se diriger et converger dans les nœuds de la toile cosmique. Donc, voilà une autre simulation qui montre cette matière baryonique. Donc pour l'instant, elle ne suit pas encore la pêche de la toile cosmique, mais quand la température diminue assez, elle va commencer à... je crois qu'on peut baisser la lumière. On va mieux voir. Je rallume dans 5 minutes. Voilà, donc la matière baryonique commence à savoir où est la toile cosmique, et elle commence à se rabattre sur ces nœuds et à converger dans des tout petits points, dans des tout petits nœuds. Donc comme on voit ici, ça devient un peu jaune, c'est parce que c'est là que les premières étoiles vont commencer à se former. Et si on zoome un peu plus, voilà un de ces nuages primordiaux de formation d'étoiles. Ils ne sont pas forcément parfaitement sphériques, ça c'est pour la simulation, il doit y avoir d'autres formes également. Et encore là, plus c'est blanc, plus il y a de matière à cet endroit. Et si on laisse ce gaz se regrouper et suivre la gravité, une fois qu'il est suffisamment froid, on voit l'effet de la thermodynamique qui crée toute cette turbulence, tout ce mouvement compliqué, chaotique. Mais grâce à la gravité, certaines parties de ce gaz vont réussir à se combiner et à donner naissance à des endroits de plus en plus denses. Ici, on va changer l'échelle et on va zoomer un peu.
j'espère. Et donc, quand le gaz devient assez dense et qu'il est assez froid, il va se transformer en étoile. Et ici, on voit une toute première étoile qui s'est formée juste là, et deuxième autour. Et on voit que dès que les étoiles commencent à naître, elles commencent à aspirer tout le gaz qu'il y a autour, commencer à l'éjecter, commencer à avoir des tourbillons, toutes sortes d'instabilités gravitationnelles et dynamiques. Et les étoiles commencent à s'éjecter les unes des autres parce qu'elles se tournent autour trop vite. C'est comme le principe des missions spatiales qui font tourner autour des planètes pour les éjecter. Ces étoiles s'éjectent les unes des autres. Certaines étoiles gardent des disques autour d'elles, qui pour l'instant ne sont faits que d'hydrogène et d'hélium, mais dans le futur, ces disques sont beaucoup plus importants. Et donc c'est ainsi que les étoiles naissent dans des gaz, dans des nuages de gaz moléculaires, des nuages de gaz très froids et très denses, et en groupe. Donc les étoiles naissent toujours en groupe. Donc on peut remettre la lumière. Et ce processus va se répéter tout au long de l'histoire de l'univers. Ça commence à peu près à cette époque, mais notre Soleil aussi est né dans un groupe pareil. Généralement quelques centaines à quelques milliers d'étoiles, qui une fois qu'elles sont nées, ont commencé à détruire leur nuage d'origine et à se séparer pour ne jamais se revoir. Par exemple, s'il y a des astronomes amateurs parmi vous, les Pléiades viennent de finir de disperser leur nuage d'origine. En fait, à l'apparition de l'homme sur Terre, elles n'avaient pas fini, donc les Pléiades n'auraient pas ressemblé à un groupe d'étoiles, elles avaient encore une nébuleuse. C'est tout récemment qu'elles ont réussi à détruire leur nuage, alors que la nébuleuse d'Orion, elle n'a pas encore fini. Il reste des nébulosités qui vont soit se transformer en étoiles, soit se faire éjecter. Et notre Soleil aussi. On a commencé à trouver dans notre coin de la Voie lactée d'autres étoiles qui seraient nées du même nuage primordial que le Soleil. Donc des frères et sœurs qui se sont dispersés au fil du temps, mais qui sont encore pas trop loin de nous. Et donc ce processus commence. C'est ce qu'on appelle l'aube cosmique. Parce qu'entre-temps, les étoiles se forment, et elles ne sont pas formées en galaxies encore, c'est juste des tout petits groupes d'étoiles dispersés un peu partout dans l'univers. C'est des petits groupes, c'est pas encore des galaxies. On pourrait les appeler des proto-galaxies, mais pas vraiment, elles sont vraiment toutes petites. Mais entre-temps, l'univers a tellement refroidi, cette matière baryonique qui remplit l'univers a tellement refroidi qu'elle est redevenue opaque, elle est noire. Elle arrête toutes les radiations qui peuvent passer à travers. Elle est devenue atomique, moléculaire. Donc l'univers lui-même ne laisse plus passer la lumière. Ces groupes d'étoiles ne peuvent pas se voir entre eux. Et donc, le dernier grand changement global de l'univers, ça va être quand ces premières étoiles arrivent à détruire ce gaz noir et à rendre l'univers transparent une deuxième fois, proprement, ce qu'on appelle vraiment l'aube cosmique ou la réionisation. J'ai encore un film. Vous voulez, si vous me montrez comment faire. Non, j'y vais. Donc, dans ce film, on va voir un cube, ça va être assez clair. Voilà. Donc, je reste là, donc, dans ce cube, il y a plein de petites étoiles dispersées un peu partout. Et vous allez voir quand ça commence à tourner. Chaque petit groupe commence à détruire le gaz autour de lui-même. Donc chaque petit groupe crée une sorte de petite sphère où la lumière ultraviolette des étoiles arrive à détruire ce gaz dans des régions de plus en plus grandes. Et vraiment, pour la première fois, la lumière stellaire peut traverser l'univers. Jusqu'à ce qu'il reste encore des petits morceaux de gaz opaques à travers l'univers qui nous empêchent de voir certaines parties. Mais assez vite, ces bulles vont se toucher, elles vont commencer à créer des espaces plus grands. Ici, quand c'est rose, c'est du gaz qui est un peu chauffé. Et finalement, les étoiles vont gagner, elles vont réussir à détruire tout le gaz opaque et la réionisation est finie. Et clairement, c'est la partie la plus cool de l'histoire parce que c'est sur quoi je travaille. Donc, ça marche, ce processus, parce que ces étoiles primordiales sont très différentes des étoiles qu'on a aujourd'hui.
Il faut remettre un peu de lumière. Je rallume. La lumière soit. Voilà la lumière soit, exactement. La lumière fuit dans l'univers. Depuis traverser l'espace. Oui, donc ces étoiles primordiales n'étaient pas comme les étoiles d'aujourd'hui. Elles avaient une composition très pure à base d'hydrogène et d'hélium. Il vaut mieux que je reste là-bas, non, ça va. Vous pouvez me montrer comment faire sinon. Oui, donc, parce qu'elles sont très pures, ces étoiles arrivent à atteindre des tailles beaucoup plus élevées que les étoiles qu'on a aujourd'hui. Parce que ce qui aide les étoiles à refroidir, comme certains d'entre vous savent, plus une étoile est faite de matériaux pollués et de métaux lourds, plus elle aura facile à refroidir. Mais si une étoile est très pure, elle a beaucoup de mal à refroidir. Donc elle peut avoir une taille beaucoup plus grande parce que sa chaleur lui permet de résister à la gravité. Ces étoiles primordiales auraient pu être 1000 ou 10 000 fois plus grandes que les étoiles géantes qu'on a aujourd'hui. C'était vraiment des monstres. Mais parce que ce processus de réalisation bloque une partie de ce qui est visible, on n'a pas encore réussi à les voir directement, mais bientôt. Tout doucement, on est en train d'arriver à ce qui est observable, parce que maintenant la lumière peut traverser l'univers et on peut commencer à voir les choses de façon pratique avec des télescopes. Surtout les premières galaxies. Dès qu'on a des petits groupes d'étoiles, en suivant le même principe, les petits groupes d'étoiles dispersés un peu partout vont commencer à être attirés les uns aux autres. Et dès qu'on a 1000 ou 10 000 étoiles en un endroit, avec un peu de chance, on peut commencer à les trouver. Et on les a trouvés. En tout cas, ça commence. Voici deux exemples des 5 dernières années. Surtout celui-ci, du nom de Max 1149, qui a été trouvé par notre groupe à UCL, qui est en plein dans cette époque de la réalisation. Dans une des bulles où la lumière échappe déjà, on arrive à trouver ces petits groupes très très difficiles à trouver et très difficiles à confirmer. Et on peut voir directement que ce n'est pas des galaxies qui ressemblent à ce qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas des spirales, ce n'est pas des globes. Elles sont très très irrégulières, il y a plein de structures étranges là-dedans. Elles sont encore très petites et elles n'ont pas encore de structure comme on voit aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait que des petits blocs comme ça. C'est tout ce qu'on trouve à cette époque. Mais très vite, et de façon très chaotique encore, comme notre formation d'étoiles, ces petits groupes vont se rassembler en amas de plus en plus grands et former ce qu'on appelle des protogalaxies, et des galaxies de plus en plus grandes dans cette époque de l'assemblage des galaxies, qui va durer à peu près 2,5 milliards d'années, jusqu'à ce que des galaxies spirales, comme celles avec lesquelles on est plus familier aujourd'hui, commencent à exister. Et le principe est le même. Maintenant, la toile cosmique contient des petites étoiles dispersées un peu partout. Et ces étoiles vont se rassembler vers des nœuds de plus en plus grands. Et toutes converger dans des endroits en venant de plein de directions différentes. C'est un processus très très chaotique et qu'on a vraiment commencé à comprendre que ces dernières années grâce à des meilleurs supercalculateurs. Et là, j'ai un film. Donc là, on a pointé notre caméra virtuelle vers un de ces endroits, un de ces nœuds. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dedans, mais on sait que c'est là que ça va se former. Et on va voir que tous ces petits groupes, donc ici je montre le gaz, mais tous ces endroits qui sont très denses, tous ces petits points, contiennent déjà des petites populations stellaires. Et elles vont toutes commencer à tomber vers ce nœud. C'est Millennium? Non. C'est Eagle. C'est écrit là. Ah ouais, d'accord. J'essaie de mettre le crédit partout. Donc on voit que ce nœud va commencer à rassembler plein de filaments qui tombent de plein de directions différentes. Il y en a un là, il y en a qui tombent d'en haut, d'en bas, en arrière, c'est en 3D, donc ça commence vraiment à tout se rassembler. Là on pose pour montrer où sont juste les étoiles. Et très vite, il y a eu un disque. Une fois que le disque tourne, il continue à siphonner tout ce qui passe à proximité, grandir en absorbant des galaxies plus petites, ou de galaxies même de taille similaire. Il peut y avoir des collisions entre des grandes galaxies aussi. Et la galaxie va continuer à tourner assez lentement à l'échelle cosmique et assez vite à l'échelle de cette simulation. On se retrouve avec un petit disque. Ces simulations nous permettent de comprendre aussi pourquoi
Ce n'était pas le cas. Ce petit bloc au centre n'est pas une spirale, il ne tourne pas, il n'est pas une direction préférée. C'est juste le chaos dans le centre. Et ça va vraiment commencer à avoir une direction préférée, commencer à avoir une forme quand ce gars va passer à proximité. Parce que quand ce gars passe à proximité, elles vont s'accrocher de manière rasante et commencer à se tourner autour et créer du moment rotationnel. Et une fois que la galaxie tourne, bien sûr, dans l'univers, il n'y a rien pour l'arrêter, elle va continuer à tourner pour toujours. Donc tout ce qu'il faut pour qu'une galaxie soit une spirale, c'est qu'à un moment dans sa formation, elle soit tombée vers une autre galaxie et qu'elle s'est un tout petit peu ratée. C'est comme si moi j'essaye d'aller tout droit, et il y a quelqu'un qui essaye de me passer à côté en parlant tout droit, on se dirige à peu près les uns vers les autres, mais après si on se prend par la main comme ça, quand il passe près, on va commencer à se tourner autour, même si on essaye de marcher droit. C'est le même principe. Ces deux galaxies passent près l'une des autres, et elles s'accrochent, formant un effet de rotation que rien ne peut arrêter après ça. Donc, 3 milliards d'années sont passées, 1, 2, 3, et l'univers commence à ressembler à peu près à ce qu'on voit aujourd'hui. En tout cas, il y a quelques galaxies dedans. Il y a des galaxies spirales qui sont faites d'étoiles différentes des nôtres, elles sont encore très pures, mais l'univers est au moins transparent, au moins il y a des galaxies. C'est déjà ça. Ce qui va se passer après, c'est une évolution du nombre de galaxies et du type de galaxies. Et c'est vraiment ce processus-ci qui a été un triomphe de la cosmologie observationnelle ces dernières années. Il suffit de comparer, par exemple, un de ces fonds Deep Field de Hubble, et la variété de galaxies qu'on voit à l'intérieur, et à droite, ce sont des galaxies tirées d'une simulation de cet assemblage galactique. Et on retrouve exactement les mêmes. On retrouve des spirales avec différents types de bras, différents types de barres, différentes tailles. On retrouve des galaxies elliptiques de différentes élongations. Et on retrouve même des galaxies irrégulières. Généralement, ça arrive quand les galaxies viennent de se collisionner entre elles. Donc, on a réussi, grâce à ce modèle d'assemblage hiérarchique des galaxies, à reproduire la diversité que l'on voit aujourd'hui. Mais il y a eu des phases. Par exemple, au début, il n'y avait pas de galaxies elliptiques. Il y avait juste des petits globes. Après, les petits globes sont apparus des galaxies spirales. Et seulement après, avec beaucoup de galaxies spirales convergeant ensemble, on a commencé à avoir des galaxies grandes, elliptiques, sphériques, comme celles qu'on voit au fond dans le fond d'écran classique. Et ça arrive quand les galaxies spirales déjà bien formées se collent entre elles trop de fois. Ici, j'ai une simulation très simple de la NASA. Non, pas besoin de baisser la lumière pour celle-ci. Voilà. C'est un modèle très très simple avec deux galaxies spirales qui vont se rentrer dedans et ça coupe à des vraies photos. Donc, voici deux galaxies qui s'approchent, elles commencent à se toucher. On tourne un peu, une vraie image. Et quand ces galaxies se combinent, tous ces bras spiraux commencent à être catapultés, il y a des effets de collision, il y a des effets gravitationnels qui éjectent, qui créent ces belles antennes, il y a la galaxie des antennes. Et au final, parfois les galaxies se mélangent et deviennent un tout qui n'est plus une galaxie spirale, ça devient une galaxie elliptique. Mais parfois, elles arrivent à se remettre. Si on a un peu de chance et que ça arrive une ou deux fois, notre galaxie, par exemple, a eu une collision avec une galaxie d'à peu près la même taille, vers un tiers de sa vie, mais elle a réussi à s'en remettre et à refaire un disque après. Donc elles sont passées à côté des autres, à côté l'une de l'autre, mais ce n'était pas une collision frontale, donc elles ont réussi à se retourner autour et à refaire une galaxie spirale. Donc, en suivant cette logique, on va arriver à l'ère qui a suivi. Parce que bien que l'univers ressemble assez à ce qu'on a aujourd'hui, il s'est passé des choses. On n'est pas encore à la fin de l'aventure. Il y a eu une ère à la fin de la première moitié de l'univers, qu'on appelle l'ère des superamas, qui est un peu embarrassante. L'univers avait un peu trop d'énergie, c'était l'adolescence de l'univers. C'est par le même principe que les galaxies spirales ont commencé à créer des galaxies elliptiques. Les galaxies elliptiques, ensemble, ont donné les premiers superamas. C'est quand vraiment, comme celui-ci, c'est quand vraiment les galaxies sont tombées dans les nœuds les plus lourds de la toile cosmique. Ça a commencé à arriver à peu près cette époque. Et voici, la Voie lactée n'est pas dans un superamas, on est en périph'.
Notre superamas le plus proche, c'est celui-ci, c'est le superamas de la Vierge, dont chacune des galaxies sont beaucoup plus grandes que la Voie lactée. Même si cette petite elliptique-là contient à peu près 100 voies lactées d'étoiles à l'intérieur, et les plus grandes jusqu'à 1000. 1000 voies lactées d'étoiles réunies en un endroit, des galaxies absolument monstrueuses. Et ces galaxies, au cours de leur formation, ont consommé à elles toutes seules, pendant cette ère des superamas, qui est aussi appelée l'âge d'or de la formation d'étoiles, ces superamas ont consommé la moitié de toutes les ressources utilisables pour créer des étoiles. Tout le gaz qui était assez pur et assez froid pour créer des étoiles pour toute l'histoire de l'univers, la moitié est partie à cause de ces superamas, dans cette ère des superamas. Et ça a fini très vite, parce que comme souvent dans l'univers, plus quelque chose est grand, plus ça finit vite. Les étoiles supergéantes ont des vies plus courtes, et les superamas ont fini de consommer leurs ressources très très vite après leur formation. Donc ce sont simplement des endroits dans la toile cosmique qui étaient particulièrement lourds. Malheureusement, j'ai le fil. Faut pas abuser. Donc cette simulation va montrer la violence de la formation de ces amas et vraiment la vitesse à laquelle ils ont réussi à consommer leurs ressources. Surtout à droite, on va voir le gaz. C'est pas la meilleure visualisation au monde, mais on peut voir les grandes lignes. Donc ici aussi, on a pointé la caméra à un endroit qui est très lourd, et chacun de ces petits blobs est déjà une voie lactée ou équivalente. Donc ces blobs ont compté déjà une dizaine, une cinquantaine, et elles sont en train de toutes tomber dans ce point en venant d'ici, de là et de là. Et c'est en 3D, ce qui n'est pas très bien montré par ces simulations. Mais on peut voir que dès que ces galaxies commencent à être à proximité les unes des autres, tout ce gaz, quand le gaz devient bleu, c'est qu'il n'est plus utilisable pour créer des nouvelles étoiles. Tant que le gaz est orange, c'est qu'il est en train de former des étoiles. Donc ces galaxies commencent à partager leur gaz, même si ce n'est pas évident en regardant seulement les étoiles. Le gaz qui entre est partagé entre les deux, les collisions sont extrêmement violentes, et ces galaxies créent des étoiles à une vitesse même vraiment incroyable. Dans les plus grandes galaxies, dans les superamas, elles pouvaient créer jusqu'à 3 étoiles par jour en moyenne pendant des milliards d'années à cette époque. Donc elles transformaient ces ressources extrêmement rapidement, formant le plus d'étoiles possible. Mais très vite, vous voyez que le gaz s'épuise parce que ces processus sont tellement violents qu'il ne reste plus de ressources utilisables. Et on se retrouve avec une galaxie monstre juste au milieu. Et ces superamas sont toujours très rouges. Et je suis sûre que certains d'entre vous savent pourquoi. C'est parce que plus les étoiles sont jeunes, plus elles sont bleues. Donc quand une galaxie crée beaucoup d'étoiles, on voit seulement les jeunes, les bleus, qui sont beaucoup plus brillantes. C'est pour ça que la plupart des galaxies normales sont bleues. Mais celles-ci n'ont plus créé de galaxies depuis des milliards et des milliards d'années. Et il ne reste que les étoiles qui vivent longtemps, les étoiles rouges. Et donc cette ère des superamas, c'est fini de façon très très violente. Donc, toutes les ressources ont été épuisées et elles n'ont plus créé de nouvelles étoiles depuis les 7 dernières milliards d'années à peu près. En moyenne. Nous sommes maintenant à la moitié de l'histoire de l'univers. Il y a eu cette petite phase de consommation des ressources à haute vitesse. Mais notre Voie lactée y a échappé. Elle n'était pas dans un superamas. Donc notre galaxie, même au jour d'aujourd'hui, n'a consommé depuis sa création jusqu'à maintenant qu'à peu près 1/3 de ses ressources qu'elle peut transformer en étoiles. Il reste 2/3. Donc contrairement à ces superamas, la Voie lactée avance à une vitesse un peu plus raisonnable. Et on entre après cette ère des superamas dans ce qu'on pourrait appeler le cosmos contemporain. Les grands axes de l'univers sont en place, on n'est plus si loin de l'ère présente, mais plus beaucoup de choses ont changé depuis. Les grands types de galaxies étaient en place, notre galaxie a continué de tourner, continué d'absorber les plus petites galaxies. Il y a toute cette branche d'archéologie galactique
qui arrive à retracer exactement quand certaines parties de la Voie lactée nous ont rejoints. Ils ont vraiment fait une carte, montrer quand, quel bras s'est formé, etc. Donc il y a beaucoup de détails dans l'assemblage de notre galaxie. Mais à l'échelle cosmique, à partir de ce moment-là, ça a été un processus assez lent, assez régulier, d'enrichissement du gaz cosmique, de formation de nouvelles étoiles, formation de nouvelles planètes, à un rythme assez lent. Donc en parlant des planètes, parce que jusqu'à maintenant on n'a parlé que des grandes échelles des étoiles et des galaxies, mais bien sûr, il y a des planètes aussi dans l'univers. Et d'où est-ce que ça vient, tous ces métaux dans notre planète des planètes? Donc, en simplifiant beaucoup, les étoiles sont nées à partir d'un gaz suffisamment pur. Au cours de leur vie, grâce à des réactions nucléaires, elles transforment ce gaz pur en gaz de plus en plus pollué, et elles stockent ce gaz pollué à l'intérieur de l'étoile, dans le cœur de l'étoile. Et quand les étoiles meurent, elles redispersent ce gaz dans la galaxie dans laquelle elles sont nées. Puis ce gaz éjecté, très lentement, la même histoire, va refroidir, s'épandre, puis recommencer à sentir la gravité, un endroit qui est un peu plus lourd que le reste, converger à cet endroit avec d'autres gaz et recréer un nuage de naissance d'étoiles, comme au début. Et ce processus se répète et le gaz devient de plus en plus pollué. Vraiment, tous les matériaux dont nous sommes faits, le carbone, l'oxygène, l'azote, à l'échelle cosmique, c'est de la pollution nucléaire. Et c'est moins de 1%. En termes de nombre, d'où est-ce que ces atomes viennent? En simplifiant beaucoup, nos atomes ne viennent pas des étoiles naines, parce que les étoiles naines, bien qu'elles soient très 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 efficaces, elles transforment tout leur fuel en pollution, mais elles ont des vies très très longues. Jamais, très rarement, elles meurent et relâchent la pollution dans leur environnement. En fait, certaines étoiles naines vivent tellement longtemps, elles sont tellement efficaces à utiliser leur petite quantité, que même celles qui sont nées au début de l'eau cosmique ne sont toujours pas mortes. C'est toujours les mêmes étoiles. Elles ont fait que utiliser le même fuel encore et encore de façon très efficace. Donc elles ne contribuent pas beaucoup aux matériaux dont nous sommes faits. Et à l'inverse, les étoiles géantes sont à l'autre extrême. Si elles sont trop grandes, elles sont très très peu efficaces, c'est-à-dire qu'elles ne vivent que quelques centaines de millions d'années, ce qui est très très peu. Parce qu'elles transforment juste moins d'1% de leur fuel en pollution, et après elles meurent. Et une fois que l'étoile meurt, il faut de nouveau attendre des millions et des millions d'années pour que le gaz refroidisse, qu'il retrouve un autre nuage de naissance. Et ce processus prend très longtemps. Avec les étoiles géantes, ce n'est juste pas assez efficace. Et donc la plupart, la grande majorité des matériaux dont nous sommes faits, la Terre, et toutes les planètes rocheuses, viennent des étoiles à peu près moyennes, un peu plus grandes que le Soleil, mais pas beaucoup. C'est des étoiles qui sont entre les deux extrêmes. Elles n'ont ni des vies trop longues pour contribuer, et elles ont une efficacité suffisamment grande pour transformer